Bonjour à tous. C'est la troisième présentation donc, de la track Cloud et Infrastructure, la track où on parle de technique dans le dur. J'accueille aujourd'hui André Nedelcourt, responsable HPC chez Exelian. Alors en fait, je ne vais pas vous cacher plus longtemps que je suis vraiment ravi de l'accueillir parce que c'est un ancien collègue. Il est revenu exceptionnellement du monde des chapeaux melons et de la bière anglaise juste pour nous, juste pour USI 2011. Il nous a promis une session qui allait parler vraiment de technique. Pas de PowerPoint, un truc qui sent le silicium et les gros volumes de calcul par seconde. Donc je vous propose d'accueillir très chaleureusement André et lui réserver donc le meilleur accueil. Merci. Alors vous allez être un peu déçus, j'ai quelques slides quand même, hein, c'est pas juste du silicium. Donc je vais vous parler d'un sujet qui excite pas mal de monde en Angleterre et je pense surtout dans le monde de la finance. Et je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde en général dans le monde de la finance. Bon, pas besoin de me présenter, je pense que Hervé m'a présenté suffisamment. Donc voilà, je travaille dans ce domaine-là depuis un certain temps maintenant. Et comme vous voyez, je suis supporté et endorsé par la reine d'Angleterre, donc tout ce que je vais dire est complètement vrai. Alors, juste pour planter un peu le décor de notre sujet aujourd'hui. Donc on va parler de ce que je vais appeler dans la suite HPC, donc High Performance Computing, qui est en fait un set de technologies et de techniques qu'on utilise pour résoudre des problèmes qui sont orientés calcul et qui sont surtout des problèmes qui sont compute bound, c'est-à-dire qui sont limités par la capacité à faire des calculs. L'approche traditionnelle dans la finance pour le HPC, c'est un peu l'approche que j'ai mis là, c'est-à-dire on passe finalement du calcul séquentiel à du calcul parallèle. On utilise de plus en plus de corps, on tire parti de plus en plus des corps qui sont disponibles sur les machines. Et puis on en fait plus et encore plus et encore plus. Et on rack des serveurs et on rack des blades dans les data centers. Et finalement, on se retrouve dans des configurations où il n'est pas rare dans le monde de la finance de tous les trimestres ajouter 3000 serveurs dans les data centers pour pouvoir réussir à supporter la demande. Et on est vraiment dans une vraie course à l'armement, une vraie accélération dans ce domaine-là. Pourquoi cette course à l'armement? Deux principales raisons. La première raison, qui était un peu la raison historique, qui était vraiment liée au fait que c'est ce qui permettait d'avoir un avantage concurrentiel sur le marché. Et puis la deuxième raison, qui est de plus en plus vraie, qui est de plus en plus pressante pour les banques, c'est une raison de régulation. Aujourd'hui, que ce soit la FSA, que ce soit la Fed, qui sont les organismes de régulation américains et anglais, demandent de plus en plus de calculs de risque, avec de plus en plus de précision, de plus en plus souvent. On passe des choses qui étaient à un rythme mensuel ou peut-être à la semaine. Maintenant, on a des demandes qui sont journalières. Et surtout, les pénalités au cas où on ne donne pas finalement on ne présente pas ces calculs de risque de manière régulière sont de plus en plus élevés. Donc il y a une vraie pression, une vraie course à l'armement pour s'équiper de plus en plus en infrastructure de calcul dans le monde de la finance. Alors quels sont les challenges derrière cette course à l'armement? La première, c'est bien évidemment l'espace dans les data centers. Alors ça peut paraître anecdotique, mais si on pense à des banques globales où finalement elles ont des data centers dans des zones où finalement l'espace coûte très cher, je pense à Tokyo, je pense à Singapour qui sont des zones assez petites, il y a une vraie pression en termes de coûts d'hébergement, grosse pression au niveau de l'énergie. Il y avait une image qui circulait en Angleterre qui était que l'ensemble des data centers d'une grande banque Tier 1 consommait autant d'énergie que la ville de Manchester. Juste pour vous donner une image un peu des volumes qui sont, je vais trouver mes mots, qui sont calculés. Merci. Il y a évidemment des contraintes de coût. Je vous disais 3000 serveurs par trimestre, ça commence à coûter beaucoup d'argent, et donc il y a une vraie pression aussi d'un point de vue financier. Et puis bien entendu l'aspect complexité. Gérer des infrastructures qui sont de plus en plus grandes, c'est de plus en plus compliqué. Et donc il y a vraiment tous ces facteurs-là qui font que on peut peut-être se poser la question, est-ce qu'on n'a pas des alternatives? Est-ce que la seule solution, c'est d'en rajouter plus et de faire tout le temps un peu plus de la même chose? Alors vous avez peut-être vu certains de ces annoncements dans la presse qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous avez peut-être vu ce terme revenir qui s'appelle le terme GPU. Alors juste pour vous donner trois exemples très rapides. Amazon, avec son offre Amazon Web Services, propose maintenant des instances de GPU disponibles sur le cloud. Il y a un classement des 500 ordinateurs les plus puissants au monde, et puis finalement en novembre 2010,
un ordinateur chinois a été le plus rapide au monde et c'est le premier basé sur des processeurs GPU. Et puis Intel, qui était finalement un peu la contrepartie à ces solutions-là, annonce aussi des puces basées sur du GPU. Donc on se dit, peut-être qu'on a une solution intéressante pour ces problèmes de place et de calcul. Alors, quelques termes pour essayer de préciser et expliquer ce dont on parle. GPU, ça veut dire Graphics Processing Unit. En fait, ce sont des technologies qui ont été mises au point à l'origine pour du calcul vidéo. Donc, c'était pour faire vraiment des calculs de pipeline vidéo, faire du streaming vidéo. J'ai mis ici le logo d'NVIDIA, qui est finalement le vendeur le plus emblématique de ce type de technologie et aussi le plus crédible sur le marché aujourd'hui. Et vous allez voir l'acronyme souvent GPGPU, qui veut dire General Purpose GPU, et qui veut finalement se référer au fait de faire des calculs financiers sur une infrastructure, une architecture qui n'était pas prévue pour ça à l'origine. Et donc là, vous avez une image typiquement de ces cartes GPU qui sont maintenant des racks que l'on met dans les data centers de la même manière qu'on met des blades traditionnels et qu'on peut utiliser pour faire du calcul. Dernier acronyme, CUDA, qui est l'API qui est utilisée pour programmer ce genre de logiciel et qui est finalement un set d'extensions au langage C et qui permet de programmer ces cartes. Alors, vous avez compris, c'est une architecture qui est différente de l'architecture CPU traditionnelle. Par contre, on a toujours besoin d'un CPU dans la chaîne de calcul. La manière dont ça fonctionne de manière très schématique, c'est les CPU sont utilisés toujours pour faire tout ce qui est calcul séquentiel, gérer les données, les pousser au GPU qui fait du calcul massivement parallèle, on va y revenir dans un instant, et qui recopie les données finalement au CPU et qui lui peut continuer à restituer les données à l'application qui l'utilise. Donc il y a toujours cette dualité qui est quand même nécessaire. Vous avez compris, j'ai parlé de calcul parallèle. Il y a un concept qui est très important quand on parle de GPU, c'est le type de calcul que l'on peut faire tourner dessus. Ce sont des calculs qu'on appelle Single Instruction Multiple Data, c'est-à-dire on fait tourner la même instruction, le même code pour un grand nombre de datasets, de données différents. Et donc finalement, on a une architecture où on a un très grand nombre de threads avec beaucoup de niveaux de mémoire et de cache mémoire, mais qui exécutent tous le même code, ou alors on peut faire comme des groupes, mais grosso modo, c'est vraiment des groupes de threads qui font tourner le même code, et on stream de la donnée, donc on lui pousse de la donnée en continu pour faire du calcul parallèle. Typiquement, pour vous donner un exemple de qu'est-ce qui typiquement on peut tourner sur un GPU, ce sont des simulations Monte Carlo par exemple, donc c'est un exemple issu de la finance, qui se prête très bien à ce genre d'architecture, puisque ce sont un calcul qui est très parallèle et où on va jouer beaucoup de scénarios différents, donc avec des données très différentes, mais finalement un seul et unique algorithme. Qu'est-ce qui ne marche pas sur un GPU? On peut se poser la question. Des algorithmes, à partir du moment où on va avoir des branches dans l'algorithme, ça va tout de suite poser un problème. Pourquoi? C'est lié à l'architecture qui est là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait tourner le même code en parallèle massivement. Donc si vous avez une des branches liée à une des données qui exécute un code qui est un peu plus long ou qui est un peu différent, tous les autres vont attendre que cette partie du code soit terminée. Donc il y a un vrai challenge autour d'avoir un algorithme qui est très semblable et très similaire en permanence. Un dernier point qui est peut-être pareil anecdotique mais très important dans le monde de la finance, c'est le côté précision. Aujourd'hui, ce sont des machines qui sont faites vraiment optimisées pour de la simple précision. Pour la double précision, on commence à avoir de la bonne performance, mais on est encore un peu en retard sur ce genre de technologie. Pour finir l'analogie, un peu l'opposition, pour bien que vous compreniez la différence entre ce qu'est un CPU traditionnel et un GPU. En une phrase, si on devait le dire en une phrase, les CPU sont faits vraiment plutôt pour du calcul de low latency et les GPU sont plutôt faits pour du throughput, c'est-à-dire pour du débit. On est vraiment avec des architectures. Une carte typiquement GPU va avoir 450 corps. Un CPU traditionnel a une dizaine de corps, donc un vrai phénomène d'échelle. Ce sont des corps qui sont en général plus lents en termes de fréquence et qui, par contre, gèrent massivement de la donnée en parallèle, ce qui n'est pas forcément le cas d'un CPU traditionnel, qui est lui plutôt fait pour ce qu'on appelle du MIMD. On a parlé tout à l'heure de SIMD, Single Instruction Multiple Data. MIMD, Multiple Instruction, Multiple Data. Donc c'est beaucoup plus polyvalent comme architecture, ça permet de faire des choses beaucoup plus polyvalentes. Donc il y a vraiment un compromis entre finalement quelque chose qui est très versatile et qui est très rapide et quelque chose qui est vraiment fait pour du streaming en parallèle. Alors pourquoi est-ce que c'est si important et pourquoi est-ce que tout le monde
s'intéressent dans le monde de la finance à ces GPUs. J'ai pris un exemple ici alors ce ne sont pas des chiffres théoriques, ce sont des chiffres issus d'une vraie implémentation de GPU.